Bonjour Manaz Shirali. Bonjour. Vous êtes sociologue politiste, spécialiste de l'Iran. Je le disais en présentant le sommaire de cette émission, c'est la 5e nuit de bombardement après les premières frappes israéliennes qui ont démarré, on le rappelle, vendredi. Vous avez sondé vos nombreux contacts en Iran. Que disent-ils, les Iraniens, les Iraniennes? Est-ce que vous me permettez d'abord d'expliquer qui sont mes contacts? Bien sûr, dites-moi. Voilà. Je suis sociologue, comme vous l'avez très bien dit, et en tant que sociologue, j'ai créé mon réseau. Oui. Parce que tout sociologue digne de son nom doit avoir son réseau sur le terrain. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu quand même développer un vaste réseau de 40 000 jeunes que j'ai trouvés sur place. Je suis en contact avec quelques centaines d'entre eux d'une manière quotidienne. Et ils sont un peu partout en Iran. Cela dit, ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas l'opinion de 90 millions d'Iraniens, parce que je ne me permets pas de parler au nombre de 90 millions d'Iraniens dans une société comme la société iranienne, diverse et variée, avec toutes sortes de tendances, mais je parle de ceux avec qui j'ai parlé, j'ai travaillé et je travaille quotidiennement depuis 10 ans. Très bien. Depuis 10 ans. Donc plutôt des jeunes, c'est ça? En fait, il faut dire, quand on dit jeunes iraniens, c'est un pléonasme. Parce qu'en Iran, 80% de la population iranienne a moins de 40 ans. Et donc, les Iraniens constituent une population très jeune. Donc, les jeunes Iraniens, je préfère dire Iraniens, parce que les Iraniens, ils sont tous jeunes. Alors, quelle remontée de terrain vous avez? Comment ils vivent ces frappes? À quoi ressemble la vie aujourd'hui à Téhéran, mais en Iran plus largement? Ressemble à toutes ces guerres qu'on a déjà vues dans l'histoire de l'humanité. Je ne vais pas faire de misérabilisme en parlant de la misère d'une population sous les bombardements, parce que vous le savez déjà. Donc, évidemment, c'est une situation catastrophique. Évidemment, vivre les bombardements, pour ceux qui n'ont pas vécu, ça veut dire à tout moment, vous êtes prêt à mourir. À tout moment, quand vous entendez... En fait, moi, quand j'étais sous les bombardements du régime irakien pendant la guerre Iran-Irak, vous savez, pendant 8 années, oui, dans les années 40, j'étais en Iran, et on nous disait, quand vous entendez le son de l'explosion, vous devez être content parce que ça veut dire que vous êtes vivant. Donc ça, c'était la seule chose qui me donnait de courage, parce que je me disais, j'entends l'explosion, donc c'est pas sur moi. Parce que quand la bombe tombe sur vous, vous l'entendez pas. C'est déjà trop tard. Vous voyez, donc je parle pas de la misère, parce que c'est très, très, très grave. Mais par contre, je veux transmettre aujourd'hui, pas mes opinions, mais la voix de ceux que j'ai interrogés, c'est tout. Que disent-ils alors? Alors, ce qui m'a frappée en tant qu'observatrice lointaine, je suis à Paris en pleine sécurité. Alors, ce qui m'a frappée, c'était le courage de ces jeunes avec qui je suis en conversation, communication, leur courage. Et la plupart d'entre eux, malgré la peur qu'ils ont, il y a eu une plus grande peur. Il y a eu une plus grande peur que la guerre, que la mort et le bombardement, c'était que le régime reste en place, que le régime résiste. Et il me disait, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire une négociation avec Donald Trump et que la guerre va s'arrêter là et que le régime va survivre? Vous voyez, ils ont tellement peur que le régime survive. Ils veulent à tout prix se débarrasser de ce régime, à tout prix. Et certains d'entre eux, très jeunes, entre 20 et 30 ans, qui me disaient, si ma mort fait libérer l'Iran, je préfère mourir. C'est-à-dire, ils disaient, on n'a pas peur de mourir si notre mort sert à quelque chose. Il faut que le pays soit libre. Et ça, c'est touchant, parce qu'on est dans les mondes modernes, on n'est plus du tout dans cette logique de mourir pour son pays. Vous voyez? Et quand j'entends ces jeunes qui, par détresse, parlent comme ça, et ce n'est pas par gaieté du cœur. Et
dernière chose que je voulais rajouter, si vous me permettez, c'est que quand je raconte la réalité du terrain de l'Iran ici en France, ça passe pas. Parce que les Français qui m'écoutent, les Français qui m'écoutent, ils n'arrêtent pas de me donner des leçons de patriotisme en disant que Israël est un pays agresseur. Comme si les principes qui sont valables pour un pays sont les mêmes pour un autre. Je ne sais pas si on peut parler de l'agresseur pour le Gaza et pour la Palestine, mais pour l'Iran, on ne peut pas. Parce que ça fait quand même 47 ans que c'est la République islamique qui veut faire disparaître Israël. C'est un pays qui est en train de se défendre. On peut le comprendre. Donc, ce qui applique au peuple palestinien ne s'applique pas à l'Iran. Donc, il faut essayer de comprendre que d'une société à l'autre, la réalité sociale est différente. Les Iraniens vivent une situation particulièrement grave avant même la guerre. Il ne faut pas penser que c'est la guerre qui rend la situation catastrophique. Avant la guerre, il y a une semaine, la guerre n'était pas encore commencée, l'économie iranienne était effondrée complètement. Et pour donner quelques exemples, l'Iran est le pays qui exporte la prostitution dans la région. C'est le premier pays d'exportation de la prostitution dans la région. Vous vous rendez compte la misère des Iraniens avant la guerre? Elle existait déjà. Avant la guerre. Ce que vous voulez dire, quand vous parlez d'Israël, le peuple iranien, les Iraniens avec qui vous parlez, ne considèrent pas donc Israël comme un agresseur. Mes contacts, mes 4000 jeunes avec qui je suis en relation, ils prennent leurs dirigeants pour les responsables de la guerre, et ne pas les Israéliens. Ils disent qu'Israël est en train de réagir à toutes ces provocations que les ayatollahs, que les dirigeants de la République islamique ont fait depuis 47 ans. Et pour eux, les seuls responsables de leur misère, ce sont leurs propres dirigeants. Et ils disent l'Iran est un pays sous occupation. Sous occupation. Ces mots-là ont occupé notre pays. Alors, je leur dis, ils sont quand même iraniens. Ils disent, non, ils ne sont pas iraniens, parce qu'au XVIe siècle, ils sont venus des pays arabes. Ils ne sont pas iraniens d'origine. Donc voilà, il y a toujours des réponses de ce genre. Effectivement, c'est un fait peu connu, entre guillemets, en France, mais il y a une grande amitié entre le peuple iranien et les Israéliens, et Israël, de fait historique, aussi. Une grande amitié lie les deux peuples. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, ça continue toujours, parce qu'aujourd'hui, aussi bien le peuple israélien que le peuple iranien, tous les deux, sont les victimes de la République islamique. Vous pensez que le régime est cette fois vraiment très affaibli et on est à la fin du régime des mollahs, ou il est trop tôt encore pour en parler? Écoutez, moi j'ai vu la fin du régime le 7 octobre. Quand j'ai vu l'implication de la République islamique dans les massacres du 7 octobre, ce qui était évident pour moi, alors même que je n'avais pas des preuves tangibles. Aujourd'hui, les preuves sont sorties. 500 millions de dollars 500 millions de dollars de la République islamique ont été versés dans la poche des terroristes du Hamas. Donc aujourd'hui, ça c'est un fait. Mais quand j'ai vu les massacres du 7 octobre, je me suis dit, la République islamique est derrière, et c'est la fin de la République islamique. Il y a 2 ans, en 2023, j'ai vu la fin de la République islamique. Et aujourd'hui... c'est à l'œuvre pour vous, c'est ça? C'est tout à fait. En fait, ils sont en train de faire sortir le cadavre de ce régime qui pue et qui empoisonne la vie des Iraniens et qui est devenu encore plus féroce depuis vendredi dernier. Il n'arrête pas d'arrêter les Iraniens. Alors qu'il doit se concentrer pour se défendre. Les arrestations depuis vendredi dernier. Il faut qu'il se concentre contre l'agresseur, soi-disant. Il faut qu'il se concentre contre les Israéliens. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête les Iraniens, il les met en prison et il a accéléré la torture dans les prisons. Vous voyez dans quel pays nous sommes, et on le compare avec quoi? Moi, je pense que la seule comparaison peut-être, entre guillemets, valable, c'est comparer avec la France sous occupation quand les Anglais et les Américains sont venus pour les libérer des mains des Allemands. C'est peut-être avec cette situation qu'on peut comparer, et pas avec la situation des Gazaouis qui défendent encore aujourd'hui les gens, leurs dirigeants. Est-ce que vous pensez qu'un mouvement populaire peut émerger là Écoutez, aujourd'hui, quand je parle avec les Iraniens, ils sont tellement terrorisés de quoi que la guerre s'arrête et qu'ils négocient. Déjà, c'est leur peur. Quand un peuple est aussi terrorisé, ne peut pas faire un mouvement social et des soulèvements politiques. Mais je peux vous dire une chose.
ça, je m'avance. Peut-être, je n'ai pas le droit, en tant que scientifique, de parler comme ça, mais là, je parle en tant qu'Iranienne. D'accord ? J'ai le droit. Dites-nous. Voilà. Je pense que le jour où Khamenei est visé et éliminé, les gens prennent l'espoir et ils sortent. Ils vont faire une explosion de joie. C'est un scénario qui est effectivement envisagé par le Premier ministre israélien. Absolument. Et ça Absolument. Ce serait... ça serait la joie. Alors, quelle alternative ensuite après les mollahs ? Qui pour déjà, l'Iran ? Excellente question. Excellente question. Et déjà, la population iranienne, par rapport aux pays voisins, par rapport aux pays de la région, sauf Israël, parce qu'Israël a une population extrêmement éduquée et hautement cultivée, et les Iraniens sont très cultivés. La jeunesse iranienne est une jeunesse qui s'est bien, en fait, formée. Ce n'est pas comme la jeunesse de l'Arabie saoudite. C'est très différent. Donc, à l'intérieur de l'Iran, nous avons une jeunesse hautement formée dans les sciences, dans la technologie. Et à l'extérieur de l'Iran, dans les pays étrangers, nous avons 9 millions Iraniens qui occupent les postes les plus hautement placés. Donc, dans un pays de ce type, vous savez, remplacer les incompétents et les criminels de Mollah, ce n'est pas une chose difficile. Et je peux aussi rajouter que parmi les opposants iraniens, le prince Reza Pahlavi a le plus de chances d'être le leader de la transition, de l'époque de la transition, parce qu'il est plébiscité. Il est plébiscité par qui ? Par les jeunes. Des Iraniens ou de la diaspora ? Je peux vous dire, par mes contacts. Je ne m'engage qu'envers mon réseau de sociologues, c'est des jeunes qui représentent leur génération, qui sont partout. Mais j'ai remarqué, chose qui m'étonne beaucoup, les jeunes qui sont en Iran sont plus unanimes sur le leadership de Reza Pahlavi que les vieux Iraniens qui sont à l'étranger. Parce que ceux qui sont à l'étranger, on est de l'ancienne génération. Parce que Reza Pahlavi, c'est le prince héritier, c'était le fils du Shah. C'est le fils du Shah, le Shah qui a donc été renversé en 79 par les mollahs qui ont les clés de l'Iran actuellement. Absolument. En fait, le Shah, le père de Reza Pahlavi, qui était le Shah d'Iran pendant 27 ans, il n'était pas très apprécié, alors qu'il était très modernisateur. Il a vraiment bouleversé le pays. Il a soulevé le pays au niveau des pays civilisés et vraiment modernes. Il n'était pas en son vivant très aimé des Iraniens. Mais chose étonnante... On lui reproche beaucoup de répression, de gens en prison. Mais chose étonnante, ce sont les étonnements de l'histoire. Aujourd'hui, 47 ans après tous les malheurs que les Iraniens ont vécus sous la République islamique, le Shah est devenu le personnage mythique pour les jeunes qui ne l'ont jamais vu. Et ils regrettent pourquoi leurs parents ont renversé un régime qui fonctionnait si bien, qui faisait épanouir leur pays pour remplacer des mollahs violents, incivilisés et incompétents et pour faire détruire leur pays de ce genre. C'est ainsi, en fait, c'est par comparaison que l'époque de Shah qui était décriée par les gens... En Europe. Notamment en Europe, notamment en France. Alors la France aujourd'hui, c'est devenu l'âge d'or de l'Iran. Par nostalgie. Et le prince Reza Pahlavi représente cette belle époque que les Iraniens regrettent aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est exprimé là depuis ces quelques jours, le prince héritier ? Il ne fait que s'exprimer. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il alerte la communauté internationale. Il dit que la République islamique est en train de prendre la population iranienne, de transformer la population iranienne en bouclier humain. Et il alerte, faites attention, et il demande aussi aux Iraniens de profiter de cette situation et de se soulever contre la République islamique. Parce qu'il n'y a pas d'abri pour les Iraniens, le régime d'abri anti-bombardement. C'est pour ça aussi, ça met en danger beaucoup la population iranienne. Vous avez souligné vraiment un point extrêmement catastrophique actuellement en Iran, c'est ça. Ils ont proféré la guerre contre la planète entière pendant 47 ans. Ils
n'était même pas capable de construire un seul abri pour ce peuple. C'est ça le malheur des Iraniens. C'était un régime qui n'est même pas capable d'assumer les conséquences de ses propres politiques, ni de protéger sa propre population. Pourtant, ses velléités guerrières sont extrêmement fortes. Pour vous, là, le scénario de ces prochains jours, je lis dans le Figaro que l'ambassadeur israélien aux États-Unis annonce des surprises, ce sont ces termes, dans la nuit de jeudi à vendredi. Je ne sais pas, je n'attache pas beaucoup d'importance à ce genre de prévision, mais je sais qu'aujourd'hui, la planète entière, en tout cas les dirigeants de tous les pays du monde, ont compris à quel point c'est dangereux d'avoir une république islamique atomique. Le G7, les dirigeants des 7 nations sont réunis au Canada. Donald Trump a quitté ce sommet, ce G7. Vous attendez, vous, une intervention des Américains? On sait que les Israéliens ont besoin de l'arme américaine pour détruire en profondeur et de façon très efficace l'arsenal nucléaire. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'ils ont caché le guide suprême Khomeini dans leurs installations nucléaires à Fordow, parce que ce sont des installations à 500 mètres sous le terrain, souterraines, ouais. Et donc paraît-il que c'est l'endroit le plus sûr, et ils ont caché Khomeini à Fordow. Et donc un guide suprême qui a des sosies, c'est ça, paraît-il? Paraît-il qu'il a 4 sosies. 4 sosies. Oui. Pour échapper. Tout à fait. Et par contre, chose encore plus étonnante, c'est que, alors que le ciel de Téhéran est clair, c'est-à-dire qu'aucun avion n'a droit de survoler la capitale. Le soir, il y a des avions qui quittent l'aéroport de Téhéran vers on ne sait pas où, peut-être vers la Russie, et les Iraniens qui filment, qui nous envoient leurs vidéos, et on voit les grands avions qui sont en train de quitter. Ça veut dire ce sont les dirigeants, les familles, des hauts gradés, leurs familles qui quitteraient le pays, c'est ça? Absolument. Pour aller où? Peut-être à Moscou. Peut-être en Chine, on ne sait pas, mais en tout cas, ils sont en train de quitter le pays. Et depuis le commencement des conflits, on n'a pas vu le guide, on n'a pas vu les autres, et donc on pense qu'ils sont tous soit cachés, soit quitter le pays. Cachés sous terre, soit en train de quitter le pays. Merci Manaz Chirali, bien sûr. On va suivre tout au long d'aujourd'hui et bien des prochains jours, bien sûr, ce qui se passe en Iran et en Israël. Merci d'avoir été avec nous sur Point de vue en direct aujourd'hui. Merci à vous. C'est toujours un plaisir.